Bonsoir Sherbrooke. Bonsoir, bonsoir. S'il vous plaît. Merci bien. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'événement Lutte sociale de Bistro Brain ce soir. Je suis Loïc, je suis votre animateur et je vais avoir le plaisir de présenter toute la soirée, d'animer toute la soirée pour ce soir. J'aimerais commencer par présenter très rapidement l'organisme derrière cette belle soirée, Bistro Brain. Alors, qu'est-ce que c'est Bistro Brain pour les nouveaux? Bistro Brain, c'est donc une OBNL qui existe depuis 2017, qui a pour mission donc de diffuser la science par le plaisir. Et j'insiste sur cet élément. On a plusieurs éléments pour pouvoir justement faire cette diffusion. On a donc les soirées comme ce soir. On a aussi des formations qu'on propose, mais aussi des balados. Si jamais il y en a qui sont intéressés à nous suivre, c'est la tête à Papineau. Et si jamais vous décidez de déménager, ne vous inquiétez pas, nous sommes aussi présents donc à Montréal et aussi sur les internets avec YouTube, si jamais vous voulez voir les rediffusions des événements. Donc ce soir, nous allons recevoir 4 personnes pour une présentation donc, de 12 minutes, avec une séance de 5 minutes après coup allouée à des questions. Il y a un micro dans le fond, il est là exprès pour que vous puissiez faire entendre votre voix lorsque vous posiez les questions. N'hésitez pas à vous déplacer à la fin donc des présentations pour aller poser vos questions. Donc à la fin des questions, vous aurez aussi l'opportunité donc de répondre à un quiz avec des prix, dont une carte cadeau de 25 $ pour ce soir. Je vous informe aussi donc que vous aurez que les dons sont acceptés à l'entrée et on vous remercie à l'avance donc pour soutenir la diffusion de la science. Par ailleurs, pour ceux qui seraient potentiellement intéressés, nous cherchons aussi donc des présentateurs pour l'événement La Science de Données qui prendra place le 12 novembre. Donc merci de venir nous jaser si jamais vous êtes intéressés. On sera très ravis d'en discuter avec vous. Et avant de commencer cette soirée, je tiens aussi donc à remercier nos commanditaires, la FEUS, le SARUS, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et le Vice-Rectorat à la Recherche et aux Études supérieures. Donc sans plus attendre, nous allons donc commencer avec notre première présentation avec Camille Péloquin, étudiante à la maîtrise en service social, qui va nous parler de quelle façon les stages non rémunérés mènent à la précarité des personnes étudiantes. Ah oui, le pointeur est sur la table. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? OK, super. J'espère que vous allez bien parce que moi, non. Parce que j'ai un stage à la maîtrise en travail social qui s'en vient à l'hiver prochain et il est non rémunéré et ça me stresse. Ouais, bouh. Puis quand je suis stressée, moi, j'aime ça regarder, lire des livres pour enfants parce que j'ai l'impression que la vie est juste plus belle là-dedans. Donc, je me suis dit que j'allais vous présenter un livre pour enfants. Vous vous souvenez de Martine va à la plage? Eh bien, ici, Sarah va en stage. Il était une fois une petite fille qui rêvait d'être une professionnelle du care. Dans la théorie du care, ce concept-là, ça signifie l'ensemble des activités qui permettent la reproduction de la société. Donc, ça compte notamment prendre soin de soi, prendre soin de son environnement, prendre soin des gens autour de nous. Par exemple, quand je prends ma douche, ça fait partie du care. Quand je lave mon plancher, ça fait partie du care. Quand j'écoute mon ami pleurer parce que son chum l'a laissé, ça fait partie du care aussi. Mais ça fait aussi partie du care si une préposée aux bénéficiaires lave une personne aînée dans un CHSLD. Ça fait aussi partie du care s'il y a une personne qui fait le ménage dans une école primaire et aussi quand il y a une travailleuse sociale qui gère une crise suicidaire. Donc, ça peut être rémunéré ou pas. Donc, à l'automne 2022, Sarah rencontre Madeleine. En 2022-2023, Sarah mange des ramen parce qu'elle est pauvre. Et là, je ne sais pas pourquoi, la photo n'apparaît pas, mais il est censé avoir une photo d'un 5 à 8 de génie. Fait que, imaginez un univers de 5 à 8 de génie puis des gars en leggings roses. À l'automne 2023, Madeleine est en stage. Elle a changé de coupe de cheveux, elle est prête. Et là, quand Sarah pense que son amie va être épanouie parce que elle va enfin pouvoir passer à la pratique après des cours théoriques, en fait, Madeleine, elle file pas pantoute.
parce que ce que ça représente, un stage dans les domaines du care, c'est 450 à 560 heures de stage non rémunérés. Puis, quand on ajoute le stage à temps plein avec un emploi à temps partiel pour arriver à payer ses factures, bien, ça fait 50 à 60 heures par semaine avec bien rien qu'un salaire de 15 à 20 heures semaine. Donc, quand on met tout ça ensemble, bien, ça contribue à des problèmes de sommeil, à de l'anxiété. Puis, vu qu'on a souvent des courriels de l'université, des travaux à faire pendant nos stages, puis que des fois, notre milieu de stage ne nous permet pas d'avancer ces travaux-là sur nos heures de stage, bien, ça rend ça plus difficile de mettre des limites puis de se dire « Hey, à soir, comme je suis dans ma vie personnelle seulement et je ne fais pas d'école ou de stage. » Ça contribue aussi au décrochage scolaire, en ce sens que les personnes qui ont un stage rémunéré ont plus de chances d'obtenir leur diplôme que les personnes qui ont un stage non rémunéré. Donc, Sarah, elle aide son amie Madeleine parce qu'elle a la vocation. À main levée, qui ici a la vocation? Est-ce que vous faites partie d'une congrégation religieuse? Non, hein? Bien, gardez vos mains baissées parce qu'en fait, la vocation, là, ça rappelle l'époque où c'était les bonnes sœurs qui enseignaient, où c'était les bonnes sœurs qui étaient infirmières, puis où c'était aussi les bonnes sœurs qui s'occupaient des pauvres, des itinérants, puis de la misère sociale, comme ils disaient à l'époque. Donc, en théorie, un jour au Québec, on s'est fait à croire qu'on avait atteint la laïcité. Je ne partirai pas de débat là-dessus, mais en théorie, on a remplacé la foi religieuse par un salaire. Donc, on ne devrait pas avoir besoin de la vocation pour faire ces emplois-là. En retournant à la maison, Sarah se pose des questions. Est-ce que tous les stages sont bénévoles? Eh bien non. Comme plusieurs personnes savent, les stages en médecine, en administration, en droit, en génie, dans plusieurs sciences dites pures ou naturelles, il y a des stages qui sont rémunérés, puis ça peut varier de 20 à 27 $ de l'heure. Pendant ce temps-là, il y a plein de personnes qui ne sont pas rémunérées du tout pour leur stage. Là, pourquoi l'État ne paie pas pour les stagiaires dans les domaines du care? N'est-ce pas investir dans leurs employés de demain? C'est une question très suggestive. Ce n'est pas une bonne question de recherche. Même ChatGPT ne répondrait pas à ça de façon non biaisée, donc je refuse d'y répondre. Qui sont les stagiaires non rémunérés? Bien, c'est principalement des femmes, mais ça peut aussi être des gars, c'est juste qu'ils sont tous gays. Ben non, c'est une blague. L'orientation sexuelle n'a aucun lien avec l'orientation professionnelle. Donc, parmi la majorité de femmes qui sont dans ces domaines-là, c'est les femmes aux croisées des oppressions qui sont surreprésentées. Ça veut dire qu'il y a principalement une surreprésentation des femmes de couleur, des femmes immigrantes, des mères, aussi des femmes qui viennent de milieux plus modestes, parce que les femmes qui viennent de milieux plus privilégiés peuvent aspirer à dans des domaines où les stages sont rémunérés. Donc là, à main levée, quelle différence vous voyez entre les images du haut et du bas? Je ne vois pas de main. Je ne vous laisse pas beaucoup de temps parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour parler. Mais, en effet, il n'y a pas de différence entre les deux, à part peut-être une ou deux lignes de CV puis une ride dans le front. Ce qui fait en sorte que les stages non rémunérés, en fait, ça nous prépare à ne pas avoir des super conditions de travail par la suite. Ça contribue à une dynamique où il y a des iniquités salariales et ça fait en sorte que notre travail, il y a comme moins de valeur aux yeux de bien du monde, puis notamment du gouvernement. Et là, il manque une slide. Donc, Sarah se rend chez elle et chez elle, il y a William, son coloc. Donc, William a son opinion sur les stages. Ce qu'il dit, c'est que dans le domaine privé, c'est plus payant, donc c'est normal qu'on paye, alors qu'au public, ça ne fait pas d'argent, le réseau public. Et là, de un, William est dans l'erreur, mais on va commencer par se concentrer en fait sur l'aspect intéressant de cette diapositive. C'est que, comme vous pouvez voir, j'ai fait un plus ou moins habile montage pour montrer une Sarah en colère. C'est parce qu'en fait, sur Canva, je cherchais une femme noire fâchée et j'en trouvais pas. Fait que là, moi, ce que j'ai compris, c'est que ça n'existe pas, les femmes noires fâchées. Fait que là, j'ai essayé de faire quelque chose, mais c'est très caricatural. Fait que je vous invite à juste vous rappeler que les femmes fâchées noires, ça n'existe pas. Donc, pardon?
Surtout pas un biais. Donc, Sarah fait quelques recherches, puis là, elle essaye de voir pourquoi, en fait, les stages ne sont pas rémunérés au Québec. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de pourquoi, depuis la Révolution tranquille, certains domaines ne sont pas rémunérés, mais dans les dernières années, ce qu'on a observé, c'est qu'en 2019, il y a eu des dizaines de milliers de stagiaires qui se sont mis à risque d'échec de leur stage en faisant une grève qui a duré plusieurs semaines, puis qui a mené à une bourse de soutien à la persévérance et à la réussite des stagiaires. Par contre, cette bourse-là, de un, elle n'est pas suffisante en termes de dollars. Ça revient à 3-4 $ de l'heure pendant les stages. Et ensuite, elle s'applique juste aux stages finaux de certains programmes. Dans mon cas, en travail social, mon stage n'est pas éligible pour cette bourse-là. Ensuite, la bourse Perspective en 2022, ça nous demande un petit voyage dans le temps. Vous vous souvenez, là, pendant la COVID, il y a des bonhommes blancs en veston-cravate qui ont comme réalisé que des jobs de filles étaient nécessaires à notre société. Puis ils appelaient ça des anges gardiens. Fait qu'on est passé de foi religieuse à anges gardiens. Et quelque part là-dedans, il y a une bourse Perspective qui est arrivée parce qu'ils ont réalisé qu'il nous manquait des bras sur le terrain et qu'il fallait donner un petit bonbon aux gens pour qu'ils aillent étudier dans ce domaine-là. Donc, il y a une bourse. Par contre, cette bourse-là, c'est juste quand tu as ton bulletin que tu peux y avoir accès. Donc, ça veut dire que pour la session d'automne, si tu as ton bulletin, par exemple, en février, tu as comme 5 mois de précarité financière avant d'obtenir la bourse. Donc, cette bourse-là, elle ne règle pas le problème, elle ne sort pas les gens de la précarité, elle fait juste en sorte qu'on est un petit peu moins endetté puis qu'on peut célébrer notre fin de session. Ensuite, en 2023, il y a eu la grève que plusieurs personnes, j'imagine, ont suivi là, au Québec. Il y avait plein de travailleuses et de travailleurs dans le réseau public qui étaient en grève pour demander des meilleures conditions de travail pour leur travail rémunéré. Et dans l'effervescence de ce mouvement-là, il y a eu une motion de l'Assemblée nationale qui disait que les stages non payés, c'était problématique. On pensait que c'était une bonne nouvelle. Par contre, en 2024, le budget qui a été déposé par la CAQ ne prévoyait aucune case budgétaire pour les stages. Donc, des associations étudiantes se sont révoltées et la ministre de l'Enseignement supérieur s'est mis le pied dans la bouche en disant que ce n'était pas prioritaire pour la CAQ. Donc là, Sarah et Madeleine sont furibondes et elles décident d'organiser une série d'actions. Pour organiser des actions pour la rémunération des stages, on peut notamment s'inspirer de luttes qu'il y a partout dans le monde parce que c'est quelque chose qui est généralisé, que le travail traditionnellement féminin dans différents pays est sous-évalué et est souvent pas rémunéré à sa juste valeur. Donc, on peut faire des lettres ouvertes, on peut faire des pétitions, on peut faire des entrevues avec les médias, on peut aller faire des manifs, on peut faire des grèves, on peut faire beaucoup de choses. Puis là, après ça, reste juste à savoir, est-ce qu'on trouve que c'est une lutte qui vaut la peine? Puis des événements comme ce soir, ça nous permet de nous poser des questions et de voir, justement, est-ce qu'on a le goût de s'impliquer là-dedans? Donc, je vous laisse la parole pour poser des questions et j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, on a une personne au micro. Je pense qu'il marche. Ah, ça y est. J'aurais juste une question. Est-ce que, en tant que stagiaire, vous avez le droit de vous syndiquer? Est-ce qu'on a le droit de se syndiquer? Ouais. Je ne crois pas, parce qu'en fait, la loi sur les travailleurs là, au Québec ne s'applique pas pour les stagiaires qui ne sont pas salariés, justement. Puis, c'est une des revendications pour le mouvement étudiant pour la rémunération des stages, c'est que si on avait un salaire, on pourrait aussi accéder, par exemple, à des congés maladie, à des avantages sociaux que les travailleurs, travailleuses ont. Par contre, les stagiaires, on n'a pas vraiment cette option-là. Officiellement, notre syndicat, c'est notre association étudiante, grosso modo. Est-ce que ça répond? Oui, c'est juste, je me demandais, parce que vous n'avez pas un contrat avec votre employeur, c'est un contrat de stage chez Spécial, c'est ça? C'est pas un... Excuse-moi, je t'entends pas bien. OK, moi, je m'entends vraiment trop, par exemple. OK, je vais le faire sans micro, c'est juste, vous avez un contrat, vous signez un contrat? Donc, la question, c'est est-ce qu'on a un contrat avec nos employeurs de stage? En fait,
c'est comme un contrat de stage qui passe, en tout cas à l'Université de Sherbrooke. Là, moi, je ne suis pas spécialiste de comme toutes les universités, mais ça passe par l'Université de Sherbrooke. Puis, tu n'as pas vraiment de moyens de négocier, tu sais. Comme, tu sais, moi, je me souviens, dans mon baccalauréat en psychoéducation, ben j'étais obligée de signer même quand je n'étais pas d'accord, puis j'avais essayé de négocier, puis ils n'avaient rien voulu savoir. C'était vraiment comme, si tu veux ton diplôme, tu signes, tu sais. Fait que, je ne sais pas si ça répond, mais il n'y a pas beaucoup de levier. Mais c'est vrai que ça serait une bonne option, je pense, de faire en sorte que les assos étudiantes revendiquent que les contrats de stage soient différents. Ça pourrait être intéressant. Écoute, j'ai essayé. Par exemple, je ne veux pas comme pointer particulièrement l'école de travail social. J'ai juste des attentes élevées parce que je crois que le travail social, c'est la meilleure profession du monde. Fait que j'aimerais ça que mon école nous soutienne dans nos luttes sociales parce qu'il me semble que c'est ça la base du travail social. Ceci étant dit, par exemple, en travail social, toutes les écoles, les départements de travail social du Québec se positionnent en défaveur de la rémunération des stages parce qu'ils considèrent que c'est une façon de nous protéger des attentes des employeurs. Là, par contre, face à l'anxiété de performance, j'ai envie de dire que si on n'a pas d'argent pour payer notre loyer, les priorités vont être différentes, tu sais. Mais c'est pas un argument qui les a fait changer d'idée. Il y a des étudiantes qui ont pleuré dans des rencontres puis tout. Il y a comme une immunité, je sens, du côté des écoles, des universités. En tout cas, de ce que moi, j'ai observé. Mais, oui, effectivement, faire pression sur les universités, ça peut être une avenue. J'ai vu une main levée. Oui, bien, en fait, c'est que le stage, c'est, par exemple, c'est un 35 heures par semaine versus quand tu es à l'université, généralement, tu es comme, tu sais, au premier cycle, ça serait un 15 heures semaine qui est considéré temps plein versus au deuxième cycle, c'est comme un 9 heures semaine. Puis après ça, c'est ton temps de préparation chez toi. L'affaire avec travailler dans les domaines du care, c'est que, on le sait, là, genre, la proportion d'épuisement professionnel, elle est immense en travail social, en soins infirmiers, tout ça. Mais si tu travailles déjà là-dedans, puis qu'en plus, il faut que tu fasses un emploi à temps partiel de plus, ça te fait vraiment une grosse charge de travail versus quand tu es aux études, ben c'est presque ça te change les idées de ta job à temps partiel et ta job à temps partiel te change un peu les idées de tes études à temps plein, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement comme le nombre d'heures spécifiquement, bien que moi, il faut que j'avoue que ça me prend pas 35 heures semaine à être aux études quand j'ai des cours, mais ça, c'est moi, je fais pas mes lectures. En toute transparence. Genre, les profs le savent. Mais, par contre, tu sais, c'est ça, c'est que c'est vraiment l'aspect de continuité, d'être en relation d'aide, tu sais, 50, 60 heures semaine. Il y a un aspect qui a un bout, tu sais, comment tu veux bien faire ton travail si tu fais 60 heures de « je suis censé care pour toi ». Il faut se rappeler qu'il y a une dimension quand même très émotionnelle dans le travail du care, puis que ce soit en enseignement, que ce soit en soins infirmiers, que ce soit en intervention psychosociale, ben, on donne beaucoup de nous comme être humain. Tu ne peux pas être bête une journée parce que tu es fatigué, versus, je présume que dans d'autres domaines, des fois, on peut être moins dedans dans la personnalité et quand même effectuer un bon travail cognitif. T'sais. Mais ça, après ça, je ne voudrais pas accuser des gens d'être bêtes au travail. Merci Camille. Oui, on est notre propre outil de travail, comme quelqu'un en avant me rappelait. Non. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir discuter avec les présentateurs, présentatrices après. Ils sont à leur table. Je pense qu'il n'y a pas d'objection pour venir vous poser les questions. Hey, ça me fait full plaisir. Merci. Ils sont gentils, morts de part. Merci Camille. Alors, pour la deuxième présentation, nous allons recevoir donc 2 personnes. Nous avons donc Ophélie Larocque et Pierre-Yves Cussion, étudiants et étudiantes au doctorat en psychologie du travail et des organisations. Ils vont nous parler de l'expérience de la différence et en quoi le rapport que nous entretenons avec elle est important. Ophélie et Pierre-Yves, très cher public.
Bonjour tout le monde. Test, ça marche bien? Super. Donc, content de vous voir aujourd'hui. Je m'appelle Pierre-Yves. Moi, c'est Ophélie. Puis, on va vous parler de l'expérience de la différence, réagir, comprendre et agir. Pour commencer, j'aurais une petite question à vous poser. À main levée, qui d'entre vous a déjà eu un conflit? OK. Je vois quand même plusieurs mains qui se lèvent. Je vois aussi certaines personnes qui sont des menteurs. On en a tous des conflits. Donc, quand on parle de conflit, on va parler d'un moment plus difficile, une conversation qu'on a à avoir, où ça se peut que la personne face à nous ait mal réagi face à quelque chose qu'on dit, ou que nous-mêmes, on va vraiment mal réagir face à quelque chose qui se passe. Puis là, ben, ça se peut qu'il y ait des tensions, ça soit complexe. Ça peut des fois que ça escalade, on commence à s'insulter, ça dérape complètement. Puis au final, à la fin de cette conversation-là, ben, les deux personnes vont être complètement boquées, vont rester convaincues de leurs opinions, puis la conversation va avoir servi à absolument rien. Puis, ben, c'est souvent ce qui arrive dans des discussions où ben, nos valeurs sont confrontées. Puis ça, c'est normal. On a tous... je parle-tu bien dans le micro? Oui. J'allais dire quoi? Oui. Merci, c'est normal. On a tous des valeurs, des convictions, des opinions qui sont différentes. C'est normal. On s'est tous fait répéter des choses par nos parents en grandissant. On a tous vécu dans une ville, dans un pays, etc. Ça, bien, ça a une influence sur la façon qu'on perçoit le monde qui nous entoure. Ça peut donc être déstabilisant dans des situations où on est confronté à des points de vue qui sont différents des nôtres ou des réalités qui sont différentes. Puis, bien, ça peut être particulièrement sensible quand on touche à des sujets qui sont chers à notre cœur, comme le sujet de la soirée aujourd'hui, par exemple, les luttes sociales. Donc, quel est notre objectif pour aujourd'hui? C'est vraiment de favoriser l'ouverture à la différence, notamment pour qu'on puisse avoir des conversations qui sont constructives ensemble. Puis, qu'est-ce qu'on va faire pour se rendre là? On va vous présenter le modèle de la sensibilité interculturelle, qui nous présente différents niveaux de réaction qu'on peut avoir face à la différence. Donc, le premier, par exemple, la naïveté, ensuite la défense, la minimisation, ainsi que l'ouverture. On va aussi présenter quelques petites stratégies pour passer d'un stade à l'autre, toujours pour se diriger vers l'ouverture. Donc, par exemple, la naïveté vers la défense, etc. Deux petites choses aussi avant qu'on commence. Absolument. Merci de l'intervention. Ouais. Donc, deux petites choses avant qu'on commence. Premièrement, chacun des niveaux de réaction qu'on va présenter ce soir sont normales. On passe tous et toutes par là, inévitablement, dans notre vie. Donc, faites-vous-en pas. De l'autre côté, les exemples qu'on va vous présenter, ça se peut que vous vous dites que ça ressemble vraiment à des gros stéréotypes, à des grosses caricatures, à des croyances que le monde peut avoir. C'est normal, on l'assume. Puis bon, ben pour vous donner des exemples, on a décidé de vous mettre en situation. Fait que c'est Noël, quel beau moment pour se rassembler puis réaliser à quel point on est différents les uns des autres. Donc c'est l'heure du souper, on se rassemble tout le monde autour de la table puis on commence à jaser de la vie. Et là, vous tournez vers ma tante Ghislaine qui vous dit « J'ai entendu à la radio qu'il y a des Autochtones en Estrie, mais coudonc, on sait tous qui habitent au pôle Nord dans des igloos. » Puis là, bon, on entend ça, c'est un peu absurde, ça nous fait réagir, mais on prend un pas de recul puis on se demande, bien, qu'est-ce qu'on peut comprendre du commentaire à ma tante Ghislaine? Dans ce commentaire, on peut se douter que ma tante Ghislaine, elle connaît sûrement très peu de choses par rapport aux communautés ou aux peuples autochtones, pardon. C'est pas méchant, c'est pas honteux, elle le sait juste pas. Elle a sûrement été peu en contact avec ces personnes-là, puis c'est sûrement peu informée sur leur réalité. Donc, comment on peut amener ma tante Ghislaine à être plus ouverte ou plus sensible, même tout simplement plus informée par rapport à des réalités qui sont différentes de la sienne? Mais la première stratégie qu'on va avoir, puis ça va être vrai pour toutes les réactions qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais ça va être d'être bienveillant, tout simplement. Bienveillant, ça se dit bien. Puis ça, ben, on vous le rappelle, c'est des discussions qui peuvent parfois être sensibles. Puis la dernière chose qu'on veut, c'est que ma tante Ghislaine, elle se sente incomprise ou qu'elle se renferme dans son opinion ou dans sa vision du monde. Donc, on va miser sur le lien de confiance qu'on a avec elle. La deuxième stratégie qu'on va se donner, qui est plus représentative là, des réactions de niveau naïveté, ça va être de tout simplement faire réaliser à notre ma-tante qu'il y a des réalités qui sont différentes de la sienne. Et puis ça peut se faire en s'informant ou en s'exposant directement à des réalités qui sont différentes, comme ici, quand ça concerne les peuples autochtones. L'exemple qu'on vous donne, on pourrait lui répondre, te souviens-tu de mon ami Loïc, que lui et sa famille proviennent des premiers peuples,
Si tu es curieuse, on pourrait lui poser des questions puis aller prendre un café ensemble. Fait que là, ça s'est super bien passé. On a jasé de ma tante Ghislaine. Elle a vraiment accepté d'aller prendre le café aussi. On est tous contents. Fait que là, on se tourne de l'autre côté pour jaser à notre cher mononcle Serge. Puis là, on jase avec mon oncle, ça va se passe bien. Puis là, tout d'un coup, il nous sort « Les immigrants, ils veulent pas s'adapter ». On prend une petite seconde, on respire, puis on se pose la question « Mais OK, qu'est-ce que mon oncle Serge il nous dit en ce moment? » Mais il peut nous dire plusieurs choses. Puis la première chose qu'il peut nous dire, c'est que dans sa conception, il y a nous, il y a les mononcles Serge de ce monde et il y a eux. Puis, ce qu'il peut aussi penser un peu, c'est que ben, nous autres, c'est la bonne façon de faire les choses. Nous autres, on sait, puis eux, ils ne savent pas trop. Puis, vous remarquerez dans la diapositive, le nous et le eux sont séparés par une barre. Puis, cette barre-là, ben, c'est de l'incompréhension. Mon oncle Serge, il n'a aucune idée de, dans ce cas-ci, qu'est-ce que les immigrants ils peuvent bien faire penser. Il ne le comprend pas. Puis, l'incompréhension, ben, ça peut être vraiment challengeant, puis ça peut faire vivre plusieurs choses. La question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui vit mon oncle Serge? Est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est du mépris? Puis on va réagir différemment face à ça, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Donc, on y arrive tout de suite. Si c'est de la peur, la stratégie qui va encore là rester tout au long, ça va être d'être bienveillant. On veut aussi toujours miser sur le lien de confiance qu'on a avec mon oncle Serge. Puis surtout, on veut l'écouter. Ce qui nous partage, c'est une peur. On veut la reconnaître. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on aimerait faire une proposition vers l'empathie pour dire à mon oncle Serge, « Hey, ça se peut-tu que ça prenne du temps s'adapter, que ça soit complexe? » Probablement aussi qu'on peut connecter mon oncle Serge à l'humanité commune qui peut comprendre qu'est-ce que nous, les mononcles Serge de ce monde, et eux peuvent avoir en commun. S'adapter, c'est difficile pour tout le monde, tout le temps. Peut-être qu'on peut proposer à mon oncle Serge l'idée qu'un moment donné dans sa vie, quand il a changé de job et que sa vie était bouleversée, ben, c'était dur aussi s'adapter. Peut-être que c'est un peu la même chose pour quelqu'un qui vit une situation ou qui est immigrant en ce moment. Donc, ça, c'est entre autres pour de la peur. Si c'est plus du mépris qu'on comprend, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre notre limite. À ce moment-là, on va pouvoir dire à mon oncle Serge, ben, excuse-moi mon oncle Serge, je suis vraiment pas tant à l'aise de la tournure de la conversation en ce moment. Puis ben, si on continue à en parler, ben, je vais devoir me lever pour faire de quoi d'autre. Entre autres, ce qu'on veut soulever, c'est que s'il continue dans cette direction-là, ben, la pire punition pour mon oncle Serge, ça va être de perdre la relation ou de la heurter. La relation avec son neveu ou sa nièce, ben, qui aime. Donc, important de mettre notre limite à ce moment-là. Puis les pièges à ne surtout pas tomber aussi, c'est de ne pas te confronter, de ne pas monter le ton, de ne pas insulter mon oncle Serge, de contester directement son point. Ça va servir absolument à rien. On se rappelle ma petite définition sur les conflits au début. Tout ce qui va arriver, c'est que ça va être deux personnes complètement braquées qui vont rester convaincues de leurs opinions. Restons bienveillants. Bon, je sais pas pour vous, moi, mon oncle Serge, il me fait beaucoup réagir. Fait que, on prend 2-3 respires, puis on se tourne vers notre cousine Elisabeth, puis on lui raconte qu'on est allé faire un voyage en Inde. Quand on lui raconte notre voyage, on lui dit qu'on a goûté à toutes sortes de plats puis de mets, puis que c'était parfois très épicé. À ça, elle nous répond, « Mais voyons donc, les Indiens, ils mangent pas plus épicé que nous autres, t'es bien raciste. » Et là, encore une fois, on prend un pas de recul, puis on se questionne sur ce que ça veut dire. Dans le fond, ici, Elisabeth, elle nous souligne l'idée qu'on a tous une valeur égale en tant qu'être humain. Elle n'a pas tort dans un sens, je suis d'accord avec elle. Par contre, ce serait faux de dire que parce qu'on est égaux, on est identiques. Je pense que c'est bon. Puis c'est ça. Puis que ben, cette différence-là, elle peut être même importante pour certaines personnes. De rester dans sa posture, ben, ça peut simplement nous empêcher de rentrer en contact avec ce qui est différent de nous. Donc, pour amener Elisabeth à être peut-être plus ouverte, encore toujours d'être bienveillant, mais tout d'abord de prendre conscience ou de réaliser que la différence, ça peut être quelque chose d'important, de valide, voire même d'enrichissant. Ce qu'on propose ici, c'est de lui répondre, bien, il y a beaucoup d'épices en Inde qu'on n'a pas ici, même que les Indiens sont très fiers de l'incorporer dans leur cuisine. Si jamais, on pourra aller goûter. On pourra aller goûter ensemble un jour, tu verras, c'est excellent. Ici, encore une fois, on ne veut pas tomber dans le piège de répondre à son insulte. On veut rester bienveillant puis s'assurer qu'elle se sente comprise dans son commentaire pour conserver une bonne relation puis éviter qu'elle se renferme dans sa vision du monde. Et on arrive finalement à l'ouverture. Quand on arrive dans le stade de l'ouverture, ça va vraiment se caractériser par l'idée que la compréhension, en fait, que notre réalité, bien, c'en est une parmi tant d'autres. Puis aussi de comprendre justement que nous sommes tous différents et différentes, mais qu'on reste égaux, fondamentalement.
À ce moment-là aussi, on va faire preuve de sensibilité puis d'empathie pour les différences qu'on ne va pas forcément toujours comprendre, mais aussi on va avoir un désir continuel de s'informer pour adapter notre pensée puis aussi pour adapter notre comportement. Une caractéristique importante va être justement l'idée qu'on va chercher à s'informer, à comprendre, au lieu de simplement réagir quand quelque chose se passe. Fait qu'on vous résume ça vite, vite. Quand on est au niveau de la naïveté, on n'a pas conscience de la différence. Au niveau de la défense, la différence est la seule chose sur laquelle on se concentre. Au niveau de la minimisation, on se concentre plutôt sur les points qu'on a en commun. Puis au stade de l'ouverture, ben, on reconnaît que la différence puis les points qu'on a en commun peuvent très bien coexister. Je le rappelle, les réactions qu'on vous présente aujourd'hui sont tout à fait normales. On a tous un mononcle Serge, une ma tante Ghislaine ou une cousine Élisabeth à l'intérieur de nous à un moment ou à un autre. Le chemin vers l'ouverture, c'est pas quelque chose qu'on acquiert ou de façon permanente. C'est quelque chose qui se travaille de façon continuelle, de s'informer, de s'exposer pour adapter nos pensées puis nos comportements. Mais il faut dire qu'une fois qu'on emprunte le chemin vers l'ouverture, ben, ça devient de plus en plus facile de le réemprunter. Donc, pour continuer le petit résumé, si on veut une discussion constructive, soyons sensibles envers les réactions des gens, misons sur le lien de confiance qu'on a avec ces gens-là, puis respectons le rythme de la personne. Ça peut paraître vraiment tentant de vouloir projeter un mononcle Serge puis le pitcher dans l'ouverture, mais ça ne marchera pas. On va simplement se boquer un mur. Donc, soyons sensibles, misons sur le lien de confiance, respectons le rythme, puis toujours, restons bienveillants. Merci. Merci pour cette présentation. Je pense que certains ont dû reconnaître des repas de famille ou des discussions qu'ils ont pu avoir. Est-ce que vous avez des questions? Oui. OK. Ma question, c'est est-ce que nécessairement il faut passer comme d'un stade à l'autre pour aller à l'ouverture ou on peut passer, par exemple, de, là, j'allais dire l'inconscience, mais en tout cas la naïveté à l'ouverture directement, par exemple? J'aurais tendance à dire que naturellement, on va passer éventuellement par rapport à un sujet ou à un autre, parce que, okay, je recommence, on sait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, puis la différence, c'est entre autres quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas. Donc, ce serait naturel qu'on commence par la naïveté pour se diriger un peu vers les autres. Mais ça ne veut pas dire que forcément, on va passer par la défense, parce qu'on peut aussi apprendre quelque chose qui ne nous confronte pas du tout, puis juste être dans l'ouverture parce que ben, c'est facile et simple. Donc, classique réponse de « ça dépend ». Je crois qu'il y a une question dans le fond. Est-ce que le micro est ouvert? OK. Première question résolue. Deuxième question, est-ce que vous pensez qu'il y a des situations, des positions, des personnes avec qui c'est vraiment peine perdue d'avoir des conversations? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens, par exemple, qui sont purement de mauvaise foi puis ça ne sert à rien d'être sensible à leurs différences? Puis ouais, l'a bien dit, il m'a demandé est-ce que je veux essayer. Je vais m'essayer. Je pense que effectivement, quand on rentre dans ces discussions-là, il faut juste pas avoir l'attente que ben mon oncle Serge, il sera pas woke là, à la fin de notre discussion, puis qu'il faut être patient avec lui. T'sais. Puis j'ai dit ça avec plein de bienveillance, ce mot-là. Voilà, fait que je pense que effectivement, des fois, ça peut être décourageant quand on fait face à des personnes qui sont plus braquées. Puis ça se peut que mon oncle Serge, il est facile comme exemple parce qu'il vient plus nous chercher, là, mais ça se peut que la personne, après notre discussion, elle soit pas plus ouverte. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut choisir ses batailles, mais je pense pas que c'est peine perdue. Là. Ça se fait au petit pas. Là. Je sais pas si tu veux... Ben oui, en effet, tout ce que Ophélie a dit. Puis un point qu'on met à peu près chacune des étapes, c'est l'idée de miser aussi sur la confiance qu'on a avec cette personne-là. Si quelqu'un qu'on croise dans la rue part à la guerre avec nous pour nous convaincre de son opinion, on ne va pas convaincre personne de absolument rien, puis cette personne-là ne va pas nous convaincre non plus. D'où l'idée de comme, si on a un lien de confiance avec cette personne-là, peut-être que d'embarquer dans un débat, ça pourrait marcher, puis il pourrait y avoir du changement, mais il y a des gens pour qui, pour nous personnellement, ça ne vaut pas la peine de justement juste débattre pour débattre. Une réponse toute en nuance. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ah oui, on a une personne au milieu. Répétez juste la question après, s'il vous plaît. Ouais.
On me pose la question, on nous pose la question en fait, est-ce que le gouvernement devrait faire plus de campagnes de sensibilisation par rapport aux différences? Puis est-ce que ces campagnes-là font du changement? Je n'ai pas de recherche basée sur des données probantes dans ma poche arrière. De ce que j'en sais, par contre, c'est que ça a un effet, puis la sensibilisation, c'est la première étape pour apporter un changement éventuel. Par contre, comment c'est fait, puis est-ce que ça a des effets à chaque fois? Ça, je ne pourrais pas dire tout le temps. Mais on sait, par contre, que c'est certainement la première marche pour continuer à avancer. Si je peux ajouter une petite touche de plus, ce qui fonctionne le mieux, c'est tout simplement d'être exposé à la différence. T'sais. Fait que je ne sais pas ce que tu imagines, toi, comme campagne de sensibilisation, mais de juste avoir conscience qu'il y a des gens différents autour de nous puis que ce n'est pas menaçant, ça pourrait aussi être suffisant ou contribuer de façon plus macro. Je ne sais pas comment le décrire, là, mais voilà. Il n'y a plus de questions dans la salle? Merci beaucoup pour la présentation, pour avoir répondu aux questions. Sur ce, on va avoir le droit à une petite pause d'à peu près 10 minutes. Donc on va se retrouver à 18h. Ouais, une petite pause bière justement. Petite pause si vous voulez vous arrêter. Rebonsoir. J'espère que vous avez pu avoir à boire et à manger. S'il vous plaît. On va repartir pour la suite. On a encore 2 présentations. Donc pour ce qui est de la 3e présentation de ce soir, nous allons recevoir donc Michèle Thibault, étudiante au doctorat en éducation. Elle va nous parler donc des accommodements pour les étudiants stagiaires en situation de handicap avec la présentation « Accommoder les stagiaires, ça ne devrait pas être sorcier ». Merci d'accueillir Michèle. Je suis désolée. Ah, super, merci beaucoup. Bonjour, ça va bien? Merci beaucoup. Moi, c'est Michèle, enchantée. Aujourd'hui, je vais vous parler, non pas de mon doctorat, mais d'un projet sur lequel je suis auxiliaire de recherche qui concerne pourquoi et comment on devrait accommoder les stagiaires, surtout dans les contextes de CIS ou de CIUS. On va commencer avec une petite question, voir à quel point vous êtes capable de vous essayer à répondre. Donc, comment a évolué la quantité d'étudiants universitaires en situation de handicap, donc avec des besoins particuliers, dans les 10 dernières années? Je vous donne 3 options. Première option, c'est resté pareil. Deuxième option, c'est le quadruplé, c'est le fait x4. Troisième option, c'est le fait x9. Je ne sais pas c'est quoi le terme pour dire ça, mais x9. Qui vote à main levée? Pareil. Peu probable, merci beaucoup, j'apprécie la participation. Qui vote maintenant pour x4, quadruplé? Qui plus de mains, j'apprécie. Merci pour la participation d'ailleurs. Qui vote pour x9, que je ne connais pas là. Mais grande majorité, j'apprécie beaucoup. Vous avez quand même raison, sauf que je vous ai tout menti. Haha. En fait, ce chiffre-là, il provient d'une étude qui dit que la situation de handicap a augmenté de x9 quand on parle de situation de handicap qui est dite émergente. Donc, si on compte tous les types de situations de handicap ensemble, c'est encore plus que ça. Émergente, je vais vous en revenir avec ça tantôt. Par contre, commençons avec, c'est quoi une situation de handicap? Je vais vous expliquer avec une petite mise en situation. Voici Timmy. Timmy a le pied cassé. Timmy aimerait ça traverser la rue. Sauf que présentement, il y a une limitation dans son activité parce qu'il clopinerait plus qu'il marcherait de l'autre bord de la rue. Donc, Timmy est triste. Sauf que, mettons que je donne un accommodement à Timmy, je l'aide à traverser la rue en lui donnant des béquilles. À ce moment-là, il ne va plus clopiner, mais bien traverser la rue au complet. Il va être content. Fait une situation de handicap, en gros, c'est quand j'essaie de faire une activité, sauf que j'ai une limitation dans mon activité. Ça peut être quelque chose qui est temporaire, donc un pied cassé, mais ça peut être plus permanent, comme un diagnostic, peu importe, on y arrive. Donc, c'est qui les gens en situation de handicap émergent? Je vous avais dit que j'allais vous revenir là-dessus. Donc, une situation de handicap émergente, c'est pas émergent, c'est pas parce que c'est nouveau, c'est pas qu'on vient de le découvrir, c'est que c'est une situation de handicap qui existait déjà, mais on ne savait pas comment la caractériser, on ne savait pas comment la décrire. Et donc, avec le temps, on a réussi à l'apprivoiser et maintenant, on est capable de vous dire qu'est-ce que ça fait, comment, pourquoi ça le fait. Un exemple pour que ce soit plus concret.
le TDAH. Donc, il fut un temps où le TDAH, ce qu'on savait le plus là-dessus, c'était des jokes de Ritalin. Maintenant, on sait actually comment vous décrire ça. On sait que ça a un impact sur votre concentration, ça peut avoir un impact sur votre capacité à faire plusieurs tâches en même temps, ça va dépendre si tu es une fille ou un gars, peu importe. Fait que, catégorisé dans handicap émergent. Je vous donne 3 autres exemples d'émergents. J'ai des difficultés d'apprentissage, comme la dyslexie, tout ce qui est dans les troubles de l'autisme. Sinon, j'ai des troubles de santé mentale, comme l'anxiété généralisée, la dépression, etc. En gros, une situation de handicap émergent, c'est un petit peu comme la Terre. Maintenant, on le sait avec des tests, avec des photos, qu'on dit qu'elles existent, que la Terre est ronde. Sauf qu'avant, on pensait que la Terre était plate. Donc, c'est un petit peu le même principe. Maintenant, pour les types de handicaps qui sont plus traditionnels, donc on est plus dans le concret, on est plus dans le physique. Je vous donne une couple d'exemples rapido presto. Difficulté d'audition, difficulté de vision. Maladie chronique, ça englobe plein d'affaires, mais je ne vous expliquerai pas ça aujourd'hui. Puis sinon, amputation, il y en a plein d'autres. Mais en gros, on revient, situation de handicap, c'est quand tu es limité dans ton activité. Dans les cas qui sont à l'écran présentement, c'est des limitations qui sont un petit peu plus permanentes dans le temps. On revient à Timmy. C'est quel type de situation de handicap qui représente mieux celle de Timmy? Émergente ou traditionnelle? Ma main levée, s'il vous plaît, quelqu'un. Come on. Oui! Traditionnelle parce que c'est physique. Good job, Jasmine. Moi, j'ai du support moral. Hein. Donc, un accommodement, c'est quoi? On a déterminé c'était quoi une situation de handicap, mais là, c'est quoi un accommodement? Je vous ai donné un exemple tantôt avec les béquilles. J'aimerais ça que quelqu'un, à quelque part, je vous regarde, me dise un exemple d'accommodement qui vous vient en tête. Un temps plus long pour faire un examen. Le grand classique, surtout dans le contexte scolaire. Fait que là, je vous ai mis les gros classiques sur l'écran. Il y a plusieurs types d'accommodements. On va commencer avec prendre des notes. Fait que prendre des notes pendant un cours, se faire des checklists quand tu fais une activité, se créer un agenda, ça compte tout comme des potentiels accommodements. Sinon, avoir un preneur de notes en classe, ça compte aussi. Après ça, on a des casques d'écoute, donc qui vont bloquer le son, qui vont te mettre de la musique à la place que tu entends le monde autour de toi. Ça compte comme un accommodement. On peut avoir aussi tous les logiciels informatiques. Le bon classique, c'est Antidote avec le français. Après ça, le tiers-temps. Donc, souvent, on va le voir dans les examens, on va avoir un petit peu plus de temps durant notre examen, mais ça peut être aussi à la préparation, donner un petit peu plus de temps pour préparer une tâche. Ça peut être aussi à la rétroaction, donc d'avoir du temps spécifique accordé à revenir sur qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu as moins bien fait. Une autre affaire, qu'est-ce qui est un petit peu plus technique, comme une calculatrice, mais aussi plus technologique, comme téléphone, iPad, ordinateur, blablabla. Dernière chose qu'on oublie souvent, c'est qu'un accommodement, ce n'est pas nécessairement un outil qui est physique, qui est tangible, ça peut être social. Donc, d'avoir quelqu'un qui est à côté de toi et qui t'encourage quand tu fais ton activité, qui est capable de donner de la rétroaction sur ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de moins bien, qui est capable de t'aider à préparer ta tâche, ça compte aussi comme des accommodements. Puis ça va être une grosse partie de ce qu'on a trouvé dans le cadre de l'étude jusqu'à présent. Fait que là, on a terminé c'est quoi une situation de handicap. On sait c'est quoi un accommodement. Mais pourquoi qu'on en parlera en stage? Parce que là, j'en ai plein d'exemples d'accommodements sur mon PowerPoint juste avant. Ben, c'est tous des trucs qui sont super bien documentés dans les écoles. Fait que, tu sais, donner un petit tiers-temps quand tu fais un examen, ça se fait super bien. On est en business. Toutefois, si tu as un TDAH, tu es infirmière à l'urgence, puis je te dis, ben, tu as 4 patients, puis il faut que tu les passes, je ne peux pas juste te donner plus de temps. Fait qu'il va falloir un petit peu de créativité supplémentaire, un petit peu de nouvelles choses à implémenter dans ces situations-là particulières. Après ça, ben, c'est aussi bien documenté pour les handicaps qui sont plus physiques. Par exemple, avoir une rampe d'accès quand tu montes les escaliers. Avoir une rampe d'accès pour quand tu as une chaise roulante. Souvent, tu en as dans les lieux publics. Sauf que si je t'arrive et je te dis, ben moi, j'ai un trouble d'anxiété généralisée, puis de voir un patient, à toutes les fois, avant de voir mon patient, je fais une attaque de panique, peut-être pas une rampe d'accès qui va m'aider. Il va falloir être un petit peu plus créatif, donner des options différentes, dépendamment de la situation de handicap que chacun a. Puis là, tu sais, je vous pose ces questions-là comme si je savais tout, mais c'est même pas moi qui s'est posé ces questions-là. En fait, c'est le CIUS de l'Estrichu qui est allé poser la question, dire « Hey, ben nous autres, on n'en sait pas assez sur les stages des accommodements. On aimerait ça en savoir plus. » Ce qui est quand même particulier parce que tout le monde qui connaît le CIUS se disait « Ben, je m'attendais plus à ce que c'est pas mon problème, à let's go, on y va. » Mais je veux dire merci absolument au CIUS, on vous aime, whoop whoop. Toutefois, ils ont commencé ça, ils se sont dit, ben on a besoin d'aide. Fait qu'ils sont allés chercher l'aide. Le CIUS s'est associé à une chaire de recherche qui s'appelle l'OSME, qui se sont aussi associés avec l'Université de Sherbrooke. Puis maintenant, ben, je vous présente ça en avant. À date, ce qu'on a trouvé, on a commencé cet été, on n'a pas tout trouvé, on ne sait pas tout. Toutefois, à date, ce qu'on a trouvé au niveau de l'étudiant, donc ce que l'étudiant, il contrôle,
La première affaire, la plus importante en fait, c'est de bien se connaître. Parce que quand tu te connais bien, tu es capable de demander les bonnes questions, demander les bons accommodements et rendre la tâche facile aux gens autour de toi. Exemple, j'ai un TDAH. Je n'ai pas de TDAH, mais mettons que j'ai un TDAH. Je sais que quand je fais ma préparation d'examen ou ma préparation de tâches, j'ai vraiment de la misère. Il faut plus de temps pour me concentrer. J'ai besoin de plein d'outils différents. J'ai un ordre dans mes notes qu'il faut que je respecte à toutes les fois. Par contre, quand j'arrive dans mon examen, si je suis bien préparée, je suis en business. Fait que, si j'arrive à mon superviseur de stage et que je lui dis « Ah ben, en fait, souvent, quand je vais voir un patient, c'est pas si pire, mais c'est la préparation, comprendre comment faire, que j'ai de la misère. » Mais ton superviseur de stage va dire « Bon, mais parfait, on va pas te donner plus de temps avec les patients, on va te donner plus de temps sur la préparation. » À ce moment-là, ben, ça va tout changer parce que tu vas avoir eu de l'aide ou que tu en avais réellement de besoin. Donc, bien se connaître, c'est la base de tout. Ensuite, avoir l'attitude positive et être persévérant, c'est de base parce que, qu'on le veuille ou non, une situation de handicap, c'est difficile à vivre. Ça ne sera jamais facile d'avoir un TDAH, je suis désolée de vous l'apprendre, mais en même temps, il y a des façons de le gérer, il y a des façons de s'accommoder. Donc, d'arriver avec l'attitude de « ben moi, je veux réussir mon stage ». Puis je vais faire tout en mon pouvoir pour réussir mon stage. C'est pas mal mieux que d'arriver, puis « Ah, mais ça va être dur, mon stage. » On s'entend. Sinon, aller travailler sur ces compétences-là de connaissance, de persévérance à travers des ateliers puis des formations. Donc, s'informer, ça va aider beaucoup. Merci. J'étais déconcentrée. Je reviens. I'm back. Donc, avoir de l'information sur ces sujets-là, ça va te permettre de mieux te connaître et ensuite de poser les meilleures questions. Donc, ça peut être de l'information sur ton diagnostic, sur les stages, sur les accommodements. Tout fonctionne. Dernière chose, aller chercher le soutien autour de toi, ça va aider beaucoup. Parce que si tu es tout seul à traîner ton gros fardeau de même, tu es capable, tu es fort, mais à un moment donné, ça va devenir lourd. Alors que si les autres personnes à côté, ils prennent une petite partie, peut-être un petit peu plus facile à charrier. On s'entend. Au niveau des relations interpersonnelles, donc les autres personnes autour de toi, donc avoir un milieu accueillant de stage, ça va tout changer parce que si tu n'es pas en train de te faire tout le temps poser la question de « Ouais, mais c'est quoi le TDAH? Moi, j'ai pas de difficultés quand je fais mes tâches. » Bien, ça se peut que les autres personnes, il y en ait des difficultés quand ils font leurs tâches. Donc, l'attitude ouverte, le désir d'apprendre, le désir d'accommoder, ça va être vraiment une belle expérience pour le stagiaire. Ensuite, le superviseur, quand il est plus ouvert, ça change tout. Donc, dépendamment de l'approche que le superviseur va avoir, ça va tout changer. Si tu arrives, ton superviseur te dit « Ouais, ben moi, je suis ton superviseur, tu es ma stagiaire, c'est ça mes tâches, 1, 2, 3, puis il faut que tu répondes de manière ABC. » Bonne chance. Ça va moins te tenter de demander un accommodement. Alors que si tu commences ton stage et tu dis « Ah, ben bienvenue dans ton stage, ça me fait plaisir de t'avoir. Je veux que ton stage se déroule de telle manière, mais je comprends que tu es une personne et j'aimerais ça que ça fonctionne bien. Donc, qu'est-ce que sont tes attentes? Quelles sont mes attentes? Comment on peut trouver un compromis entre les deux? Ça change la game. Au niveau du milieu de stage, des pratiques inclusives vont aussi beaucoup améliorer l'expérience du stagiaire. Ça peut ressembler à donner une règle qui favorise que l'étudiant puisse apporter ces accommodements qui existent à l'université, ceux-là qui s'appliquent, mais il va pouvoir les apporter dans le milieu de stage, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Il y a des milieux qui empêchent ce transfert-là. Fait que juste pouvoir transférer des accommodements, ça peut beaucoup aider. Ensuite, avoir du mentorat. Donc, avoir les gens autour de toi, que ce soit des collègues ou des pairs d'autres stagiaires qui t'aident, c'est vraiment le fun parce que ça va te sortir de ta relation superviseur-stagiaire et tu vas pouvoir avoir une perspective qui est plus grande, un deuxième avis, qu'on pourrait dire, qui vont beaucoup t'aider dans le day-to-day life. Ensuite, sensibiliser. Un petit peu la même chose que la dernière slide. On veut que les gens soient ouverts d'esprit. On veut qu'ils posent des questions à la place d'émettre des jugements. Sensibiliser, ça commence avec l'ouverture et de vouloir apprendre sur les autres autour de nous. Dernière chose, au niveau de l'université, donc des rencontres pré-stage, de préparer le stage va être vraiment accommodant parce que, dépendamment de la situation de handicap, tu vas pouvoir préparer quel type de milieu de stage te convient mieux, quel type de superviseur te convient mieux, quel type de milieu environ social peut mieux te convenir. Ça va beaucoup aider. Ensuite, juste d'avoir de la collaboration. Parce que là, on parle beaucoup de le superviseur à l'université, le superviseur dans le milieu de stage. Mais l'université et le milieu de stage peuvent se parler, eux autres. Comme ça va être un petit peu moins dans la ligue du stagiaire. Comme ça, après, ça va être plus facile. Fait que d'avoir un triangle qui se complète, s'il vous plaît, la gang, on aimerait ça. Dernière chose, les services d'accompagnement, c'est le nerf de la guerre. Parce qu'un service d'accompagnement qui est efficace, ça va être des professionnels qui vont être là pour aider les étudiants stagiaires,
puis qui vont pouvoir donner des conseils qui sont spécifiques à leur situation. Puis ça va juste pouvoir aider à ce moment-là à créer un lien qui est encore plus fort et donner des idées un peu meilleures pour le milieu de stage. Tout ça pour dire, donner un accommodement à un stagiaire, c'est pas lui donner une longueur d'avance, c'est juste la grosse base. On revient à Timmy. Timmy, là, si j'y enlève ses béquilles, c'est pas plus fair, c'est juste chien. Mais c'est la même affaire si j'ai un TDAH puis j'ai besoin d'avoir plus d'aide pour faire certains travaux. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, gang, avoir un petit peu plus d'ouverture pour des problèmes qui sont un petit peu plus complexes, qui ont des besoins un peu plus complexes que juste une paire de béquilles? Merci beaucoup d'avoir écouté. Avez-vous des questions? Merci beaucoup pour cette présentation. J'aime beaucoup tes références, accessoirement. Dans les mêmes que tu as mis, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public? Vas-y, micro est ouvert normalement. Je trouve ça super intéressant que le CIUS soit ouvert à avoir ces informations-là. Puis, je suis curieux de savoir si vous avez transmis les résultats, puis de savoir un peu c'est quoi l'ouverture, parce que ce que j'entends, c'est pas juste à l'individu de changer ses choses, puis s'adapter, puis de faire des demandes, mais aussi au milieu d'être ouvert et souple. Puis, on pense à des politiques de coupure, on pense à des conditions de travail qui sont difficiles. Puis, je suis curieux de savoir à quel point les personnes dirigeantes ont l'impression qu'ils ont l'espace de faire ces nouvelles manières de faire. Ouais. Ben en fait, ce qui est le fun, c'est que justement, sur le projet de recherche, présentement, on est, genre, mettons, 2 à faire la collecte de données puis le groundwork un petit peu. Mais après ça, on a une équipe complète de personnes qui travaillent là-dessus. Donc, des personnes qui travaillent dans les services d'accompagnement puis dans les services à l'université, mais aussi des personnes qui ont des chefs de service dans les CIUS et des choses comme ça. Puis aussi dans le champ de recherche, of course, parce qu'on fait une recherche. Puis si ça peut être par l'heure un petit peu plus, là, genre on s'enligne pour faire des entrevues de groupe avec effectivement des étudiants, mais aussi des chefs de service dans les CIUS, des gestionnaires au niveau de l'université, des gens dans les services d'accompagnement au niveau de l'université. Fait que le but, c'est vraiment de trouver des résultats qui vont pouvoir être applicables à tous les niveaux de gestion et tout. C'est vraiment d'enlever le fardeau à l'étudiant puis de rendre la ligne un petit peu plus droite entre les différents services. Ou bien, faire un cercle. Okay. Ouais. Puis, mettons, au niveau scoop, là, tu sens qu'ils sont open à faire ça ou? On fait notre mieux, là. Ben, en fait, c'est un petit projet. On fait notre mieux. Là, on est à la phase 1. Théoriquement, la phase 1 va finir en juillet 2025 et ensuite potentiellement être renouvelée, potentiellement avoir plus de cash. On me le souhaite, mais comme, ouais. Okay. Ça va dépendre. À date, on est quand même bien parti. On a des résultats relativement révélateurs. À suivre, voir si ces résultats-là dans la littérature font du sens avec ce qui existe sur le terrain, spécifiquement au Québec. Parce que c'est ça, on n'a pas limité nos résultats de recherche à la situation québécoise. On est vraiment allé worldwide, baby. Puis aussi, on a fait... Madame 305. On a aussi fait... Je suis tellement... Oui, dans différents milieux de pratique aussi, parce que justement, dans les CIUS, oui, on parle de pratiques de santé, mais aussi de... tu sais, on a tout notre personnel administratif, notre personnel dans d'autres sphères, qui plus que, mettons, ton médecin, ton ergo, ton whatever. Fait qu'à ce moment-là, ben, on va avoir des résultats qui sont vraiment larges. Est-ce que ça peut s'appliquer? On aimerait vraiment, vraiment ça. À suivre. Merci. On a le temps pour une dernière question. Oui, en fait, justement, on est en train de gosser un peu sur le principe de, des stagiaires, éventuellement, c'est des employés. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? En fait, théoriquement, je ne sais pas si c'est applicable à tous les services. Par contre, on est en contact avec des gens qui, eux autres, font partie d'un service d'accommodement au niveau du CIUS. Encore une fois, applicable à tous les services, God knows. Mais ça existe. Ensuite, ça va être plus, effectivement, des changements de politique un petit peu plus au niveau. Je dis pas que c'est généralisé, mais en principe, ces questionnaires-là, parce qu'en plus, on a parlé dans la première rencontre, ces questionnaires-là sont faits justement pour avoir des données puis pouvoir
les référer aux besoins, aux services d'accompagnement puis d'accommodement. Est-ce que ça marche? Ça, c'est une autre bonne question, mais je veux dire, si. Merci beaucoup. Alors, pour conclure notre soirée, nous allons recevoir donc Sophie Parent, travailleuse sociale et étudiante au doctorat en travail social et ancienne présentatrice. Elle a présenté 2 fois à Bistro Brain avec l'événement donc Sexe, agression et couple du 9 février 2022 et les grandes découvertes de l'Université de Sherbrooke le 8 juin 2022. Ce soir, elle va nous parler des familles pluriparentales avec la possibilité d'avoir donc plus de 2 parents. Merci d'applaudir Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le chaleureux accueil. Justement, je m'appelle Sophie. Comme ça a déjà été mentionné, je suis travailleuse sociale et étudiante au doctorat. Puis moi, dans la vie, je travaille sur la reconnaissance et le rapport aux institutions des familles polyparentales, qui est une forme de pluriparentalité. Fait que, qu'est-ce que c'est ça, la pluriparentalité? Il y a toutes sortes de pluriparentalité. Là. On s'entend que c'est quelque chose d'assez large. Ça peut être... un beau-parent est techniquement pluriparent parce que il vient s'ajouter une équipe parentale déjà composée de 2 personnes. Mais moi, je m'intéresse plus aux réalités pluriparentales qui touchent aux questions plus par rapport aux réalités LGBT puis au polyamour. Donc, dans cet univers-là, moi, je m'intéresse aux constellations familiales où est-ce qu'il y a plus que 2 parents. Dans la vie, la pluriparentalité, c'est pas la même chose que la pluriparenté, mais pour ce soir, je vais utiliser les 2 mots comme synonymes, si vous le permettez. Donc, moi, je vais vous parler d'un projet d'article qui est présentement soumis. Donc, j'attends des nouvelles de la revue pour savoir si ça va être publié. Mais cette idée d'article-là, en fait, est partie d'une niaiserie dite par un politicien, comme ça arrive de temps en temps. J'ai M. Simon Jolin-Barrette ici qui avait déclaré que c'est pas favorable aux intérêts des enfants d'avoir plus que 2 parents pour justifier le fait qu'il a écarté la pluriparentalité de la dernière réforme du droit de la famille. Sauf que là, on parle de lutte sociale ce soir, il y a des gens qui n'étaient pas exactement d'accord avec ça. Ça a marché. Il y a la Coalition des familles LGBT au Québec qui, avec 2 familles pluriparentales, justement, de leur côté, ont fait comme « Hey, c'est pas vrai ça! » En fait, la question du meilleur intérêt de l'enfant, c'est sûrement pas dans l'intérêt de l'enfant de ne pas reconnaître tous ses parents. Et ont décidé, en fait, d'aller en cours contre le gouvernement du Québec pour faire reconnaître, en fait, la possibilité qu'il y ait plus que 2 parents. Puis cette histoire-là, c'est passé en cours. Il y a eu un procès le 14 juin dernier. Vous en avez sûrement pas entendu parler parce que c'est des vraies familles avec des enfants et donc pour les protéger, ça s'est passé à huis clos. Le jugement n'est pas encore rendu. On attend la suite. Je vais sauter ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, moi, il y a quelque chose, en fait, qui m'a beaucoup dérangée dans le débat. C'est qu'on parle beaucoup de la question du meilleur intérêt de l'enfant. C'est-tu dans le meilleur intérêt de l'enfant ou pas d'avoir plus que 2 parents? Là, si on va regarder dans les textes de loi, là, je suis travailleuse sociale, mais je suis capable de lire le Code civil. J'ai été voir un petit peu qu'est-ce qui se disait, puis c'est assez vague. Finalement, ça dépend de bien des affaires, du contexte de l'enfant, de son âge, de ses vulnérabilités. Pareil dans la loi sur le divorce, on en parle, mais c'est comme pas clair. C'est quoi le meilleur intérêt de l'enfant? Il y a des raisons à ça. Souvent, c'est un concept qui est volontairement laissé flou dans le droit. Pourquoi? Parce que ça permet, justement, au droit d'évoluer dans le temps, de suivre les mœurs de la société. Puis, qu'est-ce qu'on considère le meilleur intérêt de l'enfant? Ça varie dans le temps. Par contre, le désavantage avec ça, c'est qu'on peut interpréter ça de façon assez large. C'est quoi le meilleur intérêt de l'enfant?
par exemple, si vous prenez un enfant, vous pouvez lui demander si, d'après lui ou elle, manger autant de bonbons qu'il ou elle veut, c'est dans son meilleur intérêt. La réponse va sûrement être oui, alors qu'un parent va sûrement vous répondre que c'est peut-être pas dans son meilleur intérêt, surtout si c'est avant de se coucher. Fait que là, ben moi, je me suis dit, bon, il n'y a pas de réponse claire sur c'est quoi le meilleur intérêt de l'enfant. Je vais comme aller voir de bord, c'est quoi, comment que ça se vit pour les enfants qui grandissent dans ces familles-là. Puis ben moi, je m'intéresse particulièrement aux familles polyparentales, qui est comme une sous-catégorie des familles pluriparentales. Puis juste sur mon sujet d'étude, ben j'ai trouvé 7 articles. Fait que c'est comme pas 0. D'un petit peu partout dans le monde, là, mais vous pouvez voir qu'on en a quand même 4 au Canada. Fait qu'au Canada, on se pose la question sur qu'est-ce qui se passe aux enfants qui grandissent dans ces familles-là. D'abord, les études, ce qui nous parle, c'est de quoi ça a l'air. Il y a différentes façons de faire famille de manière pluriparentale. Pour ceux et celles qui décident d'exercer la pluriparentalité sans chercher de reconnaissance légale, bien, plus souvent, ça va être des modèles hiérarchiques, où est-ce qu'il va y avoir un couple principal qui va agir comme parent, puis les autres adultes vont s'ajouter à cette constellation-là, puis vont plus être considérés par les enfants comme des membres de la famille choisie. Pour les familles qui veulent vraiment une pluriparenté, bien là, ça va être des familles qui vont être vraiment pensées d'avance. T'sais, on va décider qui fait quoi, on va décider des ententes de qui vit avec qui. On va aussi chercher à protéger les parents qui ne sont pas légalement protégés, soit par des documents administratifs, donc s'arranger pour que tous les parents soient nommés, soit par des moyens financiers, donc tous les parents vont placer de l'argent dans un compte épargne pour l'enfant. Ou, des fois, il va y avoir aussi des contrats notariés. Tout ça dans l'idée que, bien, s'il arrive quelque chose, on ne souhaite pas, mais s'il arrive quelque chose, que le droit du parent ou des parents qui ne sont pas légalement reconnus, puis son contact avec l'enfant puisse être maintenu. Puis bien là, les enfants, eux, ils ont une opinion là-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'études qui interrogent directement les enfants. Là. Il y a comme des enjeux éthiques à faire de la recherche auprès d'enfants. Mais par groupe d'âge, les jeunes enfants, ils ne voient pas la différence, même qu'ils trouvent ça pas mal cool d'avoir plus de cadeaux à leur fête puis plus d'adultes. Chez les enfants un petit peu plus vieux, ben là, ils commencent à se rendre compte que leur famille n'est pas tout à fait pareille de la famille de leurs autres amis à l'école. Ils réalisent que ils n'ont pas nécessairement les mots non plus pour expliquer c'est qui ces adultes-là supplémentaires dans leur vie. Puis, vu qu'ils n'ont pas de représentation nulle part, c'est comme dur pour eux, de nommer. Mais sinon, ils apprécient encore une fois qu'il y ait plus de personnes à qui se confier, avec qui faire des activités. Puis, chez les ados, là, c'est un petit peu plus variable. Mais la plupart des ados, je dirais, sont soit contents pour leurs parents ou classiques ados, sont indifférents. En résumé, les avantages qu'ils trouvent, plus d'adultes, c'est le fun. Il y a cette idée-là aussi que justement, il y a beaucoup de textes qui parlent de la communication puis du fait que les jeunes apprécient d'avoir des familles où c'est plus possible de communiquer. On n'est pas trop sûr pourquoi, mais mon hypothèse personnelle, c'est que plus d'adultes, ça fait plus de monde qui se parle puis qu'à un moment donné, à force de parler, tu deviens meilleur. Puis, sinon, en cas de conflit, c'est le fun aussi d'avoir quelqu'un pour faire l'arbitre. Du côté des inconvénients, c'est là que, c'est là que les gens qui s'opposent à cette reconnaissance-là martèlent qu'il y a des risques. C'est que, au niveau des séparations, il y a des jeunes qui ont vécu des pertes justement parce qu'ils ont perdu contact avec un parent, par exemple, qui n'était pas légalement reconnu suite à une séparation houleuse. Il y a le jugement des autres aussi qui est lourd pour ces enfants-là. Puis, excusez, je le manque pas, je le vois pas bien. Pour ceux qui habitent tous ensemble, ça fait des fois beaucoup de monde à la messe. Les gens trouvent que les enfants, ils trouvent des fois qu'il manque un peu d'espace. Puis, sinon, ma préférée, celle qui m'a fait beaucoup rire, qui est surtout présente chez les ados, c'est que plus de parents, si tu skippes l'école, tu as plus de chances de te faire pogner.
Puis ben là, du côté des parents, ben ça se répète encore. Eux autres, ils aiment ça plus d'adultes. Pas pour les mêmes raisons. Pour eux, c'est la possibilité d'avoir plus de temps de repos, plus de répit. Fait que tu peux prendre un bain sans te faire crier « Maman » ou qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne répondre. Ils apprécient aussi, ben justement, ça répond pour certaines personnes à une vision plus communautaire de la famille. Puis, ben, je ne sais pas si vous avez comme payé votre loyer récemment, mais ça peut être cool d'être plus pour payer le loyer puis les choses des enfants. Puis, ben, du côté des inconvénients, ben là, même chose. Ces parents-là, ils sont préoccupés là, du bien-être de leurs enfants. Fait qu'ils ont peur que leurs jeunes se fassent intimider à l'école parce que la famille est différente. Ils ont peur aussi des conséquences possibles d'une séparation, étant donné que ce n'est pas légalement encadré, tout ça. Ils ont aussi des difficultés avec les institutions, comme par exemple, aller à la garderie ou à l'école, sur un formulaire, il y a souvent de la place pour 2 parents. Autoriser des soins à l'hôpital. Puis ben, même, il y en a qui ont peur, en fait, étant donné qu'il n'y a pas de reconnaissance légale pour cette forme de parentalité-là, que ça puisse faire l'objet d'un signalement en protection de la jeunesse. Donc, on voit que c'est des parents qui sont quand même stressés par rapport à ça. Fait que, ben, moi, j'aimerais ça continuer avec quelques petites pistes de réflexion. Tout ça, ça m'amène à me questionner sur, ben, est-ce qu'on veut vraiment 2 parents à tout prix, considérant que, ben, la famille, qu'est-ce que c'est faire famille, ça évolue ces dernières années. Puis, ben, ça met surtout en lumière cette recension des écrits-là que j'ai fait, que ben, le droit a plusieurs limites. Comme si un parent décède, par exemple. Si les 2 parents légalement reconnus décèdent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le parent qui n'est pas légalement reconnu peut avoir la garde de son enfant? Donc, il y a plusieurs trous, en fait, dans le droit tel qu'il est actuellement, qui ne répond pas aux besoins de ces familles-là. Puis, bien là, je vais passer rapidement, mais il y a quelques auteurs qui ont proposé des alternatives à ça. C'est-à-dire différents statuts de reconnaissance pour différents types de parents. Là, j'ai mis une échelle proposée par Abraham, mais il y en a plein d'autres parce que, bon, étant donné qu'il y a une multiplicité de familles comme ça, ben, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Fait que la proposition, ce serait de peut-être avoir différentes options dans la loi pour reconnaître différentes formes de parentalité. Donc, pour revenir sur les propos de M. Simon Jolin Barrette, ben, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a aucune étude qui démontre que c'est favorable aux intérêts des enfants d'avoir plus de 2 parents. Bien, déjà, moi, j'ai un problème avec l'idée qu'une étude démontre quelque chose, surtout dans quelque chose d'aussi complexe que qu'est-ce qui est l'intérêt de l'enfant qui se base sur des valeurs. Par contre, ben, moi, en faisant de la recherche, ben, je me dis qu'au moins, je peux souligner les avantages et les inconvénients d'une pratique, puis que ça serve peut-être à ce que des gens prennent des décisions plus éclairées qui ont des impacts sur les familles à tous les jours. Fait que, ben, je vous remercie, puis je suis prête à entendre vos questions. Ça fait plaisir. Merci Sophie pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Personne? Non? Bon. Ah, attends. Oui, c'est ça, je vois des petites mains. Bah, vas-y, répète juste la question s'il te plaît. OK, si j'ai nommé le contexte des citations, oui, je l'ai fait rapidement. Dans le fond, il y a eu une réforme du droit de la famille qui s'est passée. C'était en chantier l'année dernière, ça a passé cette année. Simon Jolin Barrette, c'est le ministre de la Justice. Et il a dit ça lors d'une conférence de presse pour justifier le fait que il n'allait pas inclure à la plus récente réforme du droit de la famille l'existence de ces familles-là. Il y a une question au micro, après on prendra ta question au bar. Les bénévoles du citoyen ont préséance. Merci Sophie pour ta présentation. Je voulais savoir, est-ce que tu vois une limite pratique si on ouvrait la voie à la légalité de la coparentalité? Par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir 1000 parents?
C'est une bonne question. Puis d'une province, parce qu'il y a des provinces canadiennes qui l'ont régulé. Tu sais, je pense entre autres à la Colombie-Britannique. Puis c'est souvent une limite hypothétique que les gens disent. Ouais, mais là, il peut avoir comme 40 parents. Ben, dans les faits, dans les études que j'ai consultées, c'est plus entre 3 et 6 parents que ça se joue. Il y a des provinces canadiennes qui ont mis des limites sur le nombre de parents. Puis, il y a des provinces canadiennes qui n'ont pas mis de limite. Je sais que la Colombie-Britannique n'a pas mis de limite, puis que depuis que c'est en place, c'est un phénomène assez rare. Il y a moins de 10 familles, je pense, qui ont été reconnues de cette façon-là. Je ne sais pas, par contre, le nombre de parents dans ces familles-là, mais jusqu'à présent, dans les endroits où c'est légal, ça n'a pas été un enjeu, le nombre de parents. Un gros merci. En même temps, il faut que tu sois en relation avec tout ce monde-là aussi, là, fait que... Il y a des limites physiques. Oui, ben, par exemple, si ça t'intéresse... Ah oui, répétez la question. Donc, monsieur ici au bar demandait si... parce que là, je m'étais intéressée à la question des enfants, mais il demandait si c'est quelque chose qui apportait aux parents aussi. Puis, ben oui, il y a quelques études là-dessus sur qu'est-ce que ça apporte aux parents. Entre autres, au niveau de la répartition de la charge d'élever un enfant, c'est comme très apprécié de pouvoir compter sur plus d'adultes pour, si jamais un enfant tombe malade, qui prend congé, la rotation de tout ça, les aspects financiers, c'est apprécié aussi. Puis sinon, ben il y a même... au Québec, la chercheuse québécoise Mylène Allary, qui est dans mon PowerPoint, quand que je parlais des experts que je n'ai pas parlé parce qu'on n'avait pas le temps. Il y a cette dame-là ici qui s'est intéressée en fait à comment ça se vivait chez les parents en relation polyamoureuse, plus précisément, puis qui, oui, trouvait que justement, les parents y trouvaient beaucoup des avantages. Bon, c'est sûr qu'elle s'est intéressée aux parents polyamoureux, donc chez qui à ça s'ajoute une orientation relationnelle. Fait que là, il y avait un aspect aussi affirmatif de son orientation relationnelle. Mais oui, il y a des bénéfices pour les parents qui pratiquent cette forme de parentalité-là. On a une dernière question au fond, micro. Oui. Je me demandais s'il y avait des gens, si tu savais s'il y avait des gens qui s'étaient intéressés à symétriquement, si tu es un enfant unique, tu as plus de parents que si tu es un enfant parmi une famille de 12 qui ont 2 parents pour 12. Donc, comme le nombre de parents par enfant, on peut avoir reconnu légalement autant d'enfants qu'on veut en tant que parent, mais en tant qu'enfant, on peut juste avoir jusqu'à 2 parents reconnus. Il y a comme une asymétrie là-dedans. Ah, c'est un angle intéressant. Les autres, vous avez bien compris la question? Oui, c'est ça. La personne au micro disait que, bon, les parents peuvent avoir un nombre infini d'enfants s'ils veulent, puis qu'ils vont tous et toutes être reconnus. Bien évidemment, les parents n'ont pas un nombre infini d'enfants parce qu'ils ont un nombre fini d'énergie et de temps. Mais il soulignait qu'il y avait comme une asymétrie que les parents peuvent se faire reconnaître autant d'enfants qui le veulent, entre guillemets, mais que l'inverse n'est pas vrai, qu'un enfant ne peut pas se faire reconnaître autant de parents qui le veulent. Je ne sais pas exactement quoi répondre à ça. C'est pas un angle d'analyse que j'ai vu vraiment dans la recherche. Puis j'ai pas... C'est quand même un domaine de recherche émergent, puis c'est quand même un modèle familial qui commence tout juste là duquel on commence tout juste à être conscient, puis qui est encore très stigmatisé, fait que ces familles-là aussi souvent vont le cacher, fait que c'est comme un peu difficile de dire en moyenne ces familles-là ont combien d'enfants, fait qu'il y a combien de parents par enfant. Je pourrais pas te répondre. Bon, merci. Merci Sophie. Merci pour les questions. Si j'ai vu qu'il y en avait qui avaient encore des questions, n'hésitez pas à discuter avec Sophie après. Oui, ça va me faire plaisir. Voilà. Merci Sophie pour la présentation. Merci.
C'est malheureusement déjà la fin de la soirée. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au nom de toute l'équipe Bistro Brain, on tient à vous remercier. Ce soir, vous étiez 108. Vous pouvez vous applaudir. On tient aussi à remercier donc les présentateurs pour leur travail. Pour ce qui est, donc, on veut aussi remercier les bénévoles Bistro Brain qui sont là. Donc, avec à la captation Anna-Ève, à l'accueil Eva, pardon, et pardon. Vous entendez pas? Marc-Antoine. Ah, pardon. Merci. Il est nouveau, c'est pour ça, excusez-moi. Hein, j'ai une excuse. En soutien, Gaël. Pour la régie, on avait donc Alexis et Émilie, pardon. Et... Quoi? Ah oui, et moi-même pour l'animation, merci bien. On tient aussi à remercier tout le personnel du BOC, tout le staff, avec au service donc Andy, Marianne, Tristan, Étienne et en cuisine José. Je tiens à remercier encore nos commanditaires pour la soirée, donc le FEUS, le SARUS, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et le Vice-Rectorat à la Recherche et aux Études Supérieures. Pour notre prochain événement, c'est un hors-série, ce sera la santé mentale à l'université. Il prendra place donc le 23 octobre et il aura place aussi donc géographiquement à la Faculté d'éducation. Donc, je souhaite aussi vous rappeler que nous recherchons donc des présentateurs pour notre événement, donc la science de données du 12 novembre. Donc, venez nous jaser si vous êtes intéressés. Et si vous souhaitez donc faire un don ou quel que soit le montant, pardon, à l'accueil, pour nous aider dans la mission de diffusion de la science, on vous sera très reconnaissant.